Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. En Guinée, 8 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Parmi les prétendants à la magistrature suprême, une femme, la seule, Marie-Madeleine Valérie Dioubaté. Son portrait dans ce journal. En revanche, l'incertitude règne au Burkina Faso. Depuis le coup d'État jeudi, le processus de transition démocratique est en suspens. Les putschistes promettent des élections, mais les partis politiques exigent que la date du 11 octobre soit maintenue. Accord entre la Banque islamique de développement et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La BID et l'UEMOA ont signé ce jeudi 17 septembre en Côte d'Ivoire un accord afin d'appuyer le secteur privé à travers la finance islamique. Nous reviendrons sur les enjeux de ce partenariat. Mais avant de développer ces titres, en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a investi ce samedi un nouveau gouvernement. Les ministres des Finances, de l'Investissement et de l'Intérieur ont conservé leur poste dans le nouveau gouvernement. Notons également que Tarek Al-Moula, qui dirigeait la compagnie pétrolière nationale, est nommé ministre du pétrole. Il aura pour tâche notamment d'aider à résoudre la crise énergétique que traverse le pays et il aura aussi pour mission d'attirer de nouveaux investisseurs. Elle défend les couleurs du Parti des écologistes de Guinée, PEG. Elle, c'est Marie-Madeleine Valérie Dioubaté, qui est candidate à l'élection présidentielle guinéenne du 11 octobre. Son projet de société s'articule autour de plusieurs secteurs. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant à Conakry, Emmanuel Milimonou. La démarche sereine et l'écoute attentive, Marie-Madeleine Dioubaté, née en 1967 dans la région des Cancans, veut briller la magistrature suprême en République de Guinée. Elle est investie comme candidate du Parti des écologistes de Guinée, PEG. Unique femme parmi les prétendants au fauteuil présidentiel, Marie-Madeleine veut porter les voix des couches les plus vulnérables de son pays. Au cœur de sa politique, la promotion de la femme et l'emploi pour la jeunesse. Ce qui me semble primordial, c'est d'abord l'emploi des jeunes. Donc, c'est de créer de la richesse. Vous savez, je dis souvent, il faut créer de la richesse pour faire du social. On ne peut pas faire de social s'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Donc, l'éducation est prioritaire parce que nous avons une population qui est majoritairement analphabète. La candidate des écologistes se soucie également de la lutte contre la pauvreté, l'allègement des charges fiscales pour les entreprises, commerçants et investisseurs étrangers en vue de promouvoir une économie plus fructueuse et favoriser la création d'emplois pour les Guinéens. Marie-Madeleine Dioubaté se veut une candidate porteuse d'espoir pour une Guinée nouvelle, résolument tournée vers le progrès social avec une justice crédible et indépendante. Si nous n'avons pas un véritable état de droit, nous ne pouvons pas avoir d'entreprises qui viendront s'installer dans ce pays. Les opérateurs économiques même n'ont pas confiance en l'État. L'éducation est une priorité, avec une formation adaptée aux besoins du pays. La santé est une priorité. Tout ceci ne peut pas se faire également sans une réforme de la fiscalité. La fiscalité que nous avons n'est pas du tout attractive. Le tissu économique même du pays, je peux dire, est cassé parce que nous avons plutôt ici une économie qui est plus ou moins marxiste où l'État est là tout le temps présent. Le Parti des écologistes de Guinée, PEG, entend également promouvoir une administration efficace et de meilleures politiques de gestion des ressources naturelles du pays. Marie-Madeleine Dioubaté va compétir le 11 octobre 2015 avec 7 autres candidats en lice, dont le président sortant, Alpha Condé. Après le coup d'État militaire au Burkina Faso, la question du processus démocratique est au cœur des discussions. Les élections à couplet sont prévues le 11 octobre 2015. Les formations politiques exigent que le calendrier électoral soit maintenu. On fait le point avec Ibra Khadindiaï. Le calendrier électoral peut-il être encore respecté au Burkina Faso? Réunis autour d'un cadre de concertation des partis politiques, les formations politiques rejettent et s'opposent fermement à tout cadre ou organe issu du coup d'État militaire. Elles exigent le maintien du calendrier électoral et la tenue des élections couplées à la date du 11 octobre 2015. Le processus électoral est un processus d'abord consensuel qui a été avalisé par la communauté internationale qui a suivi la transition et qui fait que la charte de la transition est en conformité avec tous les principes et instruments internationaux
comme la charte de l'Union africaine, le traité de la CEDEAO. Moi, je crois que si on doit respecter la légalité et la légitimité, si on ne doit pas maîtriser le choix donc, du peuple burkinabé, et si on considère que seules les élections justes et équitables sont le fondement d'une vraie démocratie, il n'y a pas lieu à remettre en cause le processus électoral. L'Union africaine a décidé de suspendre le Burkina Faso. La société civile burkinabé qui dénonce les violences a décidé de ne pas dialoguer avec le régime militaire. Comment créer dans ce contexte une dynamique de réconciliation et de pardon, comme le souhaite le chef de l'État sénégalais et président en exercice de la CEDEAO? C'est là toute la problématique de la crise que traverse le Burkina Faso. Mais pour Benwende Stanislas Sankara, candidat à la présidentielle, le processus électoral a respecté toutes les étapes, y compris les procédures judiciaires qui ont permis, même aux partis politiques, y compris ceux de l'ex-majorité, d'être représentés sur toutes les listes. Il n'y a pas un seul parti qui peut aujourd'hui dire qu'il n'a pas été pris en considération. Les inégalités ne concernaient que des individus. Ça, c'est vraiment clair. Donc, cette inclusion de l'armée-là, c'est pour vraiment saper le socle de la démocratie. Voilà pourquoi les partis politiques, en tout cas de l'ex-opposition, pensent qu'il faut respecter l'agenda électoral. Arrivés à Ouagadougou ce vendredi 18 septembre, les chefs de l'État Macky Sall du Sénégal et Boni Yayi du Bénin ont pris leur bâton de pèlerin afin de trouver une sortie de crise et permettre au Burkina Faso de poursuivre le processus de transition. Et ajoutons que la communauté internationale n'a pas tardé à condamner ce coup d'État au Burkina Faso. L'Union africaine a annoncé ce vendredi la suspension du pays de ses instances. L'institution a également prononcé des sanctions à l'encontre des putschistes. Ils ont interdiction de voyager et leurs avoirs à l'étranger sont gelés. C'est un accord important qui a été conclu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La Banque islamique de développement et l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont signé ce 17 septembre un accord sur plusieurs points. Quels avantages et limites de ce partenariat pour le secteur privé? Élément de réponse avec Ibra Khadindiaï. Accord entre la Banque islamique de développement et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La BID et l'UEMOA ont signé ce jeudi 17 septembre à Abidjan en Côte d'Ivoire un accord afin d'appuyer le secteur privé à travers la finance islamique. Ce partenariat offre plusieurs perspectives et devrait permettre au secteur privé de bénéficier d'une nouvelle source de financement non négligeable. Déjà, il faut dire que le fait que l'UEMOA et la Banque islamique de développement s'engagent dans un accord pour financer le secteur privé est une bonne chose. Ça rentre dans la droite ligne de la diversification des partenaires économiques et la Banque islamique de développement est devenue aujourd'hui un partenaire financier incontournable. Le développement de la finance islamique représenterait une opportunité. Le total de ses actifs est estimé entre 1300 et 1800 milliards de dollars et pourrait atteindre 2800 milliards de dollars en 2020. En Afrique, le marché de la finance islamique estimé à 235 milliards de dollars est en pleine expansion. Elle offre un potentiel de croissance de 25%. Toutefois, ce secteur répond à certaines règles. La finance islamique a ses contraintes, c'est-à-dire que les fonds qui sont mis à disposition ne pourront être faits que dans le cadre d'un usage dit halal. En ce sens, je crois que dès lors qu'on est dans le financement de projets publics de type infrastructure routière ou du bâtiment et travaux publics d'État, ça ne devrait pas tellement poser problème, bien au contraire. Ce partenariat a été signé en marge du premier forum africain sur le développement de la finance islamique organisé à Abidjan les 17 et 18 septembre 2015, un forum qui a réuni plus de 300 experts internationaux à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ghana contre Cameroun, c'était l'affiche de la finale du tournoi féminin du football des 11e Jeux africains. Une rencontre disputée ce 18 septembre 2015 au stade Massamba Déba. Les Ghanéennes se sont imposées dans les dernières minutes de la rencontre. Retour sur ce match dans ce reportage de Liv Adjakotan, l'un de nos envoyés spéciaux au Congo-Brazzaville. Le Ghana détrône le Cameroun dans la compétition féminine de football lors du 50e des Jeux africains. Les Ghanéennes ont battu les Camerounaises 1-0 au terme de la finale jouée ce 18 septembre à Brazzaville. La première période a été équilibrée avec peu d'occasions dangereuses. Les Camerounaises ont dominé largement la deuxième mi-temps mais ne sont pas parvenues à ouvrir la marque. Le Ghana a raté un pénalty à la 87e minute
avant d'inscrire le seul but de la partie dans la continuité de cette action. Nous sommes toutes fiers de cette performance. C'est un accomplissement car depuis la compétition de Maputo en 2011, on attendait ce moment. Et aujourd'hui, nous avons décroché l'or. La gloire revient à Dieu. La dernière phase des éliminatoires pour les Jeux Olympiques de Rio 2016 se jouera en octobre 2015. Le Cameroun sera face au Zimbabwe. Le pays des Lions indomptables organisera également en novembre 2016 la version féminine de la Coupe d'Afrique de football. C'est vrai qu'on n'a pas vu notre équipe cet après-midi parce qu'on a mis beaucoup plus de jeunes. Nous pensons déjà aussi à l'avenir, mais je reste très satisfait. Je crois que même les jeunes ont aussi démontré qu'ils ont acquis encore beaucoup d'expérience. La compétition féminine de football a pris fin ce 18 septembre à Brazzaville au Congo. Le Congo, le Cameroun, le Nigeria, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont les pays qui ont pris part à ce tournoi. Et sachez que vous pourrez suivre la retransmission de la cérémonie de clôture de ces Jeux africains en direct sur notre antenne Africa 24 à partir de 15h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.